Cory se trouvait dans le champ du sud, juché sur son cultivateur et jurant, après son attelage gris, quand il entendit les coups de fusil. « Wow !» dit-il aux chevaux, et il écouta les détonations. « 1, 2, 3, 4, compta-t-il. Il a vu quelqu'un et lui a tiré dessus. Il a eu la possibilité de viser et de lui en envoyer un autre, bien placé, mon Dieu !» Il releva les socs du cultivateur et conduisit l'attelage dans l'ombre de 3 chênes. À geste vif, il entrava le hongre avec une courroie de rechange et se dirigea vers les bois. « Alton est un meurtrier », murmura-t-il, et il repartit en sens inverse pour prendre son fusil à la maison. Clissa était planté juste devant la porte. « Donne-moi des cartouches », lança-t-il en se précipitant dans la maison. Clissa le suivit. Il bouclait sur lui l'étui de son couteau de chasse avant qu'il eût descendu une boîte de l'étagère. « Cory, tu as entendu ces détonations, non ? Alton a perdu la tête. Il ne gâche pas de plomb. Il vient de tirer sur quelqu'un et il n'avait pas l'intention de tuer des perdrix la dernière fois que je l'ai vu. Il voulait la peau d'un homme. Passe-moi mon fusil. Cory, babe, garde-la ici. Bon Dieu, quel gabegie, ça peut pas durer. » Cory franchit le seuil en courant. Clissa le rattrapa par le bras. « Cory, je voulais t'avertir. Babe n'est pas ici. J'ai appelé et elle n'est pas ici. » Le lourd visage de Cory, à l'expression vieille et jeune à la fois, se tendit. « Babe, quand l'as-tu aperçue en dernier ? Au petit déjeuner. » Clissa pleurait maintenant. Elle a dit où elle allait ? Non, elle a posé un tas de questions à propos d'Alton et de l'endroit où il était parti. Et tu lui as dit ? Les prunelles de Clissa se dilatèrent et elle hocha la tête en se mordant le dos de la main. « Tu n'aurais pas dû faire ça, Clissa !» dit-il entre ses dents serrées. Puis il courut vers les bois. Clissa le regarda partir. À cette minute, elle se serait volontiers suicidée. Cory courait tête haute, forçant au maximum ses jambes et ses poumons, les yeux sur les longs sentiers. Il monta en haletant la pente jusqu'au bois, cherchant douloureusement à retrouver son souffle après ces 45 minutes de course harassante. Il n'était même pas en mesure de remarquer l'odeur moite de pourriture déliquescente dans l'air. Il eut conscience d'un mouvement dans un buisson à sa droite et se plaqua au sol. Luttant pour retenir sa respiration, il avança en rampant, jusqu'à ce qu'il eût une vision nette. Il y avait quelque chose là-bas, quelque chose de noir qui ne bougeait pas. Cory descendit complètement ses jambes et son buste, puis il leva lentement son calibre 12 jusqu'à ce que le canon fût braqué sur la chose cachée dans le buisson. « Sortez de là !» ordonna-t-il, quand il put parler. Rien ne se produisit. « Sortez ou je tire !» s'exclama Cory d'une voix rauque. Il y eut un long moment de silence et son doigt se crispa sur la détente. « Vous l'aurez voulu !» dit-il. Comme il tirait, la chose déboula par le côté, hors du couvert en hurlant. C'était un mince petit bonhomme vêtu de noir sépulcral. Cory n'avait jamais vu personne arborant pareil petit visage de poupon rose. Ce visage était crispé par la terreur et la souffrance. Le petit homme se releva tant bien que mal et se mit à sautiller en répétant « Oh ma main, ne tirez plus! Oh ma main !» Il s'arrêta au bout d'un instant quand Cory se fut redressé et il contempla le fermier avec des yeux d'un bleu de porcelaine, plein de tristesse. « Vous m'avez tiré dessus !» dit-il d'un ton de reproche en levant une petite main ensanglantée. « Oh mon Dieu !» Cory s'écria. « Qui diable êtes-vous donc ?» L'homme perdit aussitôt le contrôle de ses nerfs, lâchant un tel flot de phrases hachées que Cory recula d'un pas et leva à demi son fusil pour se protéger. Il distinguait au passage des choses comme « J'ai perdu mes papiers, ce n'est pas moi qui ai fait ça, c'était horrible, 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 le mort, oh, ne tirez plus !»
Cory tenta par 2 fois de le questionner, puis s'avança et le frappa, le jetant à terre. Le bonhomme resta sur le sol en se tordant, gémissant, balbutiant et portant sa main ensanglantée à sa bouche, à l'endroit où Cory l'avait touché. Il se retourna et s'assit sur son séant. « Ce n'est pas moi qui ai fait ça !» dit-il dans un sanglot. « Ce n'est pas moi, je marchais quand j'ai entendu le fusil, et puis j'ai entendu un juron, un hurlement affreux, je suis allé jeter un coup d'œil, et j'ai vu le mort, alors je me suis sauvé en courant, et vous êtes arrivé. Alors je me suis caché, et vous m'avez tiré dessus, et... Taisez-vous !» L'homme obéit comme si on avait tourné un commutateur. « Voyons, » reprit Cory en désignant le sentier, « vous dites qu'il y a un mort là-haut. » L'homme hocha la tête et commença à pleurer à chaudes larmes. Cory l'aida à se lever. « Suivez ce sentier jusqu'à ma ferme, » ordonna-t-il. « Dites à ma femme de vous panser la main. Ne lui dites rien d'autre. Et attendez là-bas que je revienne, compris ? » « Oui, merci. Oh, merci. Allez-y maintenant. » Cory lui donna une petite poussée dans la bonne direction et remonta seul le sentier, glacé de peur, jusqu'à l'endroit où il avait trouvé Alton la veille au soir. Il l'y trouva, effectivement, avec Kimbo. Kimbo et Alton avaient vécu plusieurs années ensemble, dans la plus profonde amitié. Ils avaient chassé, combattu et dormi ensemble, et leur vie était maintenant terminée. Ils étaient morts ensemble. Ce qui était terrible, c'est qu'ils étaient morts de la même façon. Cory Drew était un homme fort, mais il eut un haut le cœur et s'évanouit quand il vit ce que la chose née de la pourriture avait fait à son frère et au chien de son frère. Le petit homme en noir se hâta le long du sentier, geignant et tenant sa main blessée, comme s'il eût aimé pouvoir boiter avec. Au bout d'un moment, le gémissement cessa et l'allure précipitée se modéra, à mesure que s'estompait la terreur panique de l'heure précédente. Il aspira profondément, coup sur coup, dit « Mon Dieu !» et se sentit presque rasséréné. Il noua un mouchoir autour de son poignet, mais la main continua à saigner. Il essaya autour du coude, mais cela lui fit mal. Alors il remit le mouchoir dans sa poche et se contenta d'agiter bêtement sa main en l'air jusqu'à ce que le sang coagule. Ce n'était pas une blessure bien terrible. 2 grains de plomb l'avaient atteint, l'un traversant la partie charnue de son pouce et l'autre effleurant le bord du même doigt. En y réfléchissant, il ne se sentit pas peu fier d'avoir essuyé un coup de feu. Il avançait à petits pas dans le soleil matinal, éprouvant un vague sentiment de communion avec les soldats du front. Le sifflement plaintif des balles et des obus. Où avait-il lu ça? Ah, quel récit cela ferait! Et à côté, que disait donc le vers? Se dressait le fermier armé. Vraiment, les choses les plus affreuses n'arrivaient-elles pas dans les endroits les plus délicieux? Cette forêt était charmante. Pas de cris perçants, de serpents ou de sombres menaces mystérieuses. Rien d'une forêt de contes de fées. Blessé d'un coup de fusil, comme c'était excitant. Il était, maintenant, il se rengorgea, un gentilhomme aventurier. Il ne vit pas la grande horreur humide qui le suivait d'un pas lourd, bien que sa pestilence lui fît froncer légèrement les narines. Le monstre avait 3 petits trous rapprochés sur sa poitrine et un petit trou au milieu de son front visqueux. Il avait 3 perforations identiques, les unes à côté des autres, dans le dos et une derrière la tête. Ces marques indiquaient l'endroit où les balles d'Alton Drew étaient entrées puis ressorties. La moitié de la face informe du monstre avait été emportée et il y avait une profonde marque en creux sur son épaule. Elle avait été faite par la crosse du fusil d'Alton Drew quand il l'avait saisie comme une massue pour frapper la chose qui ne voulait pas tomber alors qu'il lui avait logé ses 4 balles dans le corps. Quand ces choses s'étaient produites, le monstre n'avait ressenti ni souffrance ni colère.
Il s'était demandé seulement pourquoi Alton Drew agissait ainsi. Maintenant, il suivait le petit homme sans se presser, calquant pas à pas son allure et laissant choir après lui des particules de pourriture. Le petit homme continua à marcher jusqu'à ce qu'il fût sorti du bois. Puis il s'adossa contre un gros arbre à la lisière de la forêt et réfléchit. Il lui était arrivé assez de choses ici. À quoi bon rester et affronter une horrible enquête sur un meurtre juste pour continuer cette vague et sotte recherche? La rumeur prétendait qu'il y avait un vieux pavillon de chasse sans ruine quelque part au cœur de cette forêt, et peut-être y aurait-il trouvé la preuve qu'il cherchait. Mais c'était une rumeur vague, assez vague pour être négligée sans regret. Se laisser embringuer dans les tracasseries administratives de ce trou de province qui suivrait certainement, cette effroyable affaire du bois serait le comble de la stupidité. Donc il serait ridicule de suivre le conseil de ce fermier, d'aller à la maison et de l'attendre. Il retournerait en ville. Le monstre s'était adossé de l'autre côté du gros arbre. Le petit homme flaira avec dégoût l'odeur insupportable de putréfaction qui l'assaillait subitement. Il voulut prendre son mouchoir, le saisit avec maladresse et le laissa choir. Comme il se penchait pour le ramasser, le bras du monstre fendit lourdement l'air à l'endroit où s'était trouvée sa tête, un coup qui aurait certainement annihilé cette protubérance au visage poupin. L'homme se redressa et aurait porté le mouchoir à son nez s'il n'avait pas été ensanglanté. La chose, derrière l'arbre, releva les bras au moment précis où le petit homme jetait le mouchoir et s'engageait dans le champ, coupant à travers la campagne en direction de la route lointaine qui le ramènerait à la ville. Le monstre bondit sur le mouchoir, le ramassa, l'examina, le déchira à plusieurs reprises et inspecta ses bords déchiquetés. Puis il regarda machinalement la silhouette du petit homme qui s'amenuisait et, ne lui trouvant plus d'intérêt, retourna dans le bois. Beb se mit à courir au pas de gymnastique en entendant les coups de feu. Il était important d'avertir l'oncle Alton de ce qu'avait dit son père, mais il était encore plus intéressant de savoir ce qu'il avait attrapé. Oh, il avait sûrement fait mouche. Oncle Alton ne tirait jamais sans tuer. C'était bien la première fois qu'elle l'entendait tirer coup sur coup comme ça. Ça doit être un ours, songea-t-elle avec excitation, se prenant le pied dans une racine, s'étalant et se relevant d'un bond sans s'apercevoir de sa chute. Ce serait formidable d'avoir une autre peau d'ours dans sa chambre. Où la mettrait-elle? Peut-être qu'on pourrait la doubler et qu'elle pourrait s'en servir comme couverture. L'oncle Alton s'assierait dessus pour lui faire la lecture le soir. Oh non, non, pas avec cette dispute entre lui et papa. Oh, si seulement elle pouvait arranger les choses. Elle s'efforça de presser l'allure, inquiète et réjouie d'avance, mais elle était hors d'haleine et n'avança au contraire que plus lentement. Au sommet de la pente, à la lisière des bois, elle s'arrêta et regarda en arrière. Tout au fond de la vallée, il y avait le grand champ du sud. Elle l'examina avec soin, cherchant son père. Les nouveaux sillons se détachaient nettement des anciens et son regard perçant vit aussitôt que Cory avait quitté la ligne avec le cultivateur et avait conduit l'attelage à l'ombre des arbres sans faire son sillon. Voilà qui ne lui ressemblait pas. Elle apercevait maintenant les chevaux, mais la combinaison bleu pâle de Cory était invisible. La maison était plus rapprochée. Quand son regard tomba dessus, Beb s'écarta du sentier. Son père venait. Elle avait vu son fusil, et il courait. Il abattait un chemin fou quand il s'y mettait. Il devait lui donner la chasse, pensa-t-elle aussitôt. Il avait dû deviner qu'elle se précipiterait vers l'endroit des détonations, et il allait suivre sa piste jusqu'à l'oncle Alton et lui tirer dessus. Elle savait que son expérience d'homme des bois égalait celle d'Alton. Il repérerait certainement sa piste. Eh bien, elle allait lui jouer un tour à sa façon.
Elle suivit au pas de course la lisière du bois, en ayant soin d'enfoncer profondément ses talons dans la terre meuble. Au bout de 100 mètres, elle partit à angle droit dans la forêt et courut jusqu'à ce qu'elle eût trouvé une futaie particulièrement dense. Grimpant à un arbre comme un écureuil, elle se faufila d'un tronc à l'autre en direction du sentier qu'elle approcha d'aussi près que les arbres serrés le lui permettaient. Puis elle sauta à terre avec légèreté et continua furtivement son chemin, marchant maintenant à pas de loup. Il mettrait bien 1 heure à battre le bois pour retrouver sa trace, songea-t-elle avec fierté. Et d'ici là, elle rejoindrait sans peine l'oncle Alton. Elle rit toute seule en pensant à la façon dont elle s'était jouée de son père, et le petit bruit de rire noya pour elle le bruit rauque du hurlement d'agonie que poussait au même moment Alton. Elle rejoignit le sentier qu'elle traversa, se glissa dans les broussailles de l'autre côté. Les détonations étaient parties, de quelque part, par là. Elle s'arrêta pour écouter à plusieurs reprises, puis elle entendit quelque chose venir vers elle, très vite. Elle plongea sous le couvert, terrifiée, et un petit homme poupin vêtu de noir, les yeux bleus écarquillés d'horreur, passa précipitamment près d'elle, fonçant comme un aveugle. La serviette de cuir qu'il avait à la main s'accrocha aux branches. Elle tournoya un instant, puis tomba aux pieds de Bèbe. L'homme ne s'en aperçut même pas. Bèbe resta figée là un long moment, puis elle ramassa le porte-document et s'enfonça dans les bois. Les choses se succédaient trop vite pour elle. Elle voulait l'oncle Alton, mais elle n'osait pas l'appeler. Elle s'arrêta de nouveau et tendit l'oreille. Derrière elle, vers la lisière du bois, elle entendit la voix de son père et une autre voix, probablement celle de l'homme qui avait perdu le porte-document. Elle n'osa pas y aller. Remplie d'une délicieuse terreur, elle réfléchit profondément avant de faire claquer ses doigts d'un air triomphant. Elle et Alton avaient joué bien souvent aux Indiens dans le coin. Ils avaient tout un répertoire de signaux secrets. Elle s'était exercée au cri d'oiseaux jusqu'à devenir meilleure que les oiseaux eux-mêmes. Qu'est-ce qu'elle allait lancer? Ah, le cri du jet. Elle rejeta la tête en arrière et par quelque jeune alchimie émit un cri à vous hérisser les cheveux sur la tête, qui aurait fait honneur à n'importe quel jet sous le soleil. Elle le répéta, puis le redit encore 2 fois. La réponse fut immédiate, le cajolement du jet, l'appel proféré à 4 reprises, groupé 2 par 2. Bèbe hocha la tête joyeusement. C'était le signal qu'il devait se retrouver tout de suite à l'endroit. L'endroit était une cachette qu'il avait découverte et partageait avec elle, et dont âme qui vive n'avait connaissance à part eux deux. Un angle de rocher à côté d'un ruisseau non loin de là. Ce n'était pas tout à fait une caverne, mais presque. Juste assez pour être enchanteresse. Bèbe s'éloigna en trottinant joyeusement vers le ruisseau. Elle savait bien que l'oncle Alton se rappellerait l'appel du jet et ce qu'il signifiait. Dans l'arbre qui formait une voûte au-dessus du corps éparpillé d'Alton était juché un gros jet qui lissait ses plumes brillantes au soleil. Parfaitement inconscient de la présence de la mort, ne percevant que d'une oreille distraite le cri réaliste de la petite Bèbe, il lança à nouveau son cajolement, 4 cris perçants, groupés 2 par 2. Il fallut un bon moment à Cory pour se remettre de ce qu'il avait vu. Il se retourna, et les jambes molles s'appuya contre un pin, la respiration haletante. Alton. C'était Alton qui gisait là, en morceaux. Mon Dieu! Oh mon Dieu! Mon Dieu! Mon Dieu! Peu à peu la force lui revint, et il se contraignit à se retourner. Avançant avec précaution, il se pencha pour ramasser la 32-40. Le canon était net et luisant, mais la crosse et le fût étaient maculés d'une espèce de pourriture puante.
Où avait-il déjà vu ça? Quelque part? Peu importe. Il l'essuya machinalement et jeta ensuite le mouchoir souillé. Dans son esprit couraient les paroles d'Alton. Était-ce seulement hier au soir? Je veux repérer la piste et je veux la suivre jusqu'à ce que j'ai trouvé celui qui a fait ça à Kimbo. Cory fouilla avec répugnance jusqu'à ce qu'il eût découvert la boîte de cartouches d'Alton. La boîte était humide et poisseuse. Ce n'en était que mieux, pour ainsi dire. Une balle trempée du sang d'Alton. Voilà exactement ce qu'il fallait utiliser. Il s'éloigna à une courte distance, décrivit un cercle jusqu'à ce qu'il eût aperçu de profondes empreintes, puis revint. « Je piste, pour toi, frère », murmura-t-il d'une voix épaisse. Il suivit à travers les fourrés cette piste vacillante, étonné par la quantité d'infectes décompositions alentour, l'associant graduellement avec la chose qui avait tué son frère. Plus rien au monde n'existait pour lui que la haine et l'obstination. Se maudissant de ne pas avoir ramené Alton à la maison la veille, au soir, il suivit les empreintes jusqu'à l'orée du bois. Elles le conduisirent à un gros arbre. Là, il aperçut quelque chose d'autre, les empreintes du petit homme de la ville. À côté gisaient quelques débris de linge tout déchirés. Et qu'est-ce que c'était que ça? Une autre série d'empreintes, des petites empreintes arrondies, du bout, celle de Babe. « Babe !» hurla Cory. « Babe !» Pas de réponse. Le vent soupira. Quelque part un jet cria. Babe s'arrêta et se retourna en entendant la voix de son père, affaibli par la distance, perçante quand même. « Qu'est-ce qu'il crie ?» s'exclama-t-elle avec délice. « Il a l'air drôlement furieux. » Elle lui répondit irrespectueusement par un cri de jet et se hâta vers l'endroit. C'était un immense rocher à côté du ruisseau. Quelques soulèvements à l'air glaciaire l'avaient fendu, détachant un énorme fragment en forme de V. La partie la plus large de la fissure s'ouvrait au bord de l'eau et la plus étroite était cachée par des broussailles. Cela formait une petite pièce sans plafond, rugueuse, inégale, pleine de marmites et d'anfractuosités, mais cependant avec un sol tout à fait plan. L'ouverture se trouvait du côté du ruisseau. Babe écarta les buissons et inspecta la crevasse. « Oncle Alton » appela-t-elle à mi-voix. Il n'y eut pas de réponse. « Ah, bah, il ne tarderait pas !» Elle se faufila à l'intérieur de la crevasse et se laissa glisser au fond. Elle adorait cet endroit. Il était frais et abrité. Le ruisselet bavard l'emplissait de reflets dorés, changeants et de joyeux murmures. Elle appela de nouveau pour le principe, puis se pencha sur une saillie pour attendre. Alors seulement, elle se rendit compte qu'elle portait toujours la serviette du petit homme. Elle la retourna 2 fois dans tous les sens, puis l'ouvrit. La serviette était divisée en 2 par une séparation de cuir. D'un côté, il y avait quelques papiers dans une grosse enveloppe jaune. Dans l'autre, des sandwichs, un bâton de sucre candi et une pomme. Avec la promptitude béate de la jeunesse à accepter la manne qui tombe du ciel, Babe se jeta dessus. Elle mit de côté un sandwich pour Alton, surtout parce qu'elle n'aimait pas la mortadelle très épicée qu'il y avait dedans. Le reste constituait un vrai festin. Elle était un peu inquiète de ne pas voir arriver Alton. Une fois qu'elle eut fini de croquer le trognon de pomme, elle se leva et essaya de faire des ricochets sur l'eau tourbillonnante du ruisseau. Elle se dressa en équilibre sur les mains, elle chercha à se rappeler une histoire, à se raconter, et elle tenta simplement d'attendre. Finalement, ne sachant plus à quel saint se vouer, elle reporta son attention sur la serviette, sortit les papiers, se blottit contre la paroi rocheuse et commença à les lire. C'était toujours une occupation. Il y avait une vieille coupure de journal qui parlait de testaments curieux laissés par des gens. Une vieille dame avait légué un jour beaucoup d'argent à quiconque ferait le voyage aller et retour de la Terre à la Lune.
Une autre avait financé un foyer pour les chats dont les maîtres et les maîtresses étaient morts. Un homme léguait des milliers de dollars au premier qui résoudrait certains problèmes mathématiques et démontrerait sa solution. Mais un paragraphe était souligné en bleu. Il disait: l'un des testaments les plus étranges et qui est encore valable est celui de Thaddeus M. Kirk, qui mourut en 1920. Il paraît qu'il a construit un grand mausolée destiné à contenir tous les défunts de sa famille. Il fit venir de tous les coins du pays leurs cercueils pour garnir les niches appropriées. Kirk était le dernier de sa lignée. À sa mort, il n'avait plus de parents. Son testament précise que le mausolée doit être maintenu en bon état perpétuellement et qu'une certaine somme doit être réservée comme récompense à qui rapporterait le corps de son grand-père, Roger Kirk, dont la niche est toujours vide. Quiconque trouvera ce corps aura droit à une véritable fortune. Babe bâilla vaguement là-dessus, mais continua à lire faute d'avoir autre chose à faire. Il y avait ensuite une lettre d'affaires sur papier fort portant l'entête d'une étude de notaire. Le corps de la lettre disait: en ce qui concerne votre demande à propos du testament de Thaddeus Kirk, nous sommes autorisés à dire que son grand-père était un homme d'environ 5 pieds 5 pouces, dont le bras gauche avait été cassé et qui avait une plaque d'argent triangulaire fixée dans le crâne. Il n'y a aucun renseignement sur le lieu de sa mort. Il a disparu et a été déclaré légalement mort au bout d'un délai de 14 ans. Le montant de la récompense indiqué dans le testament à laquelle s'ajoutent les intérêts dépasse actuellement 62 000 $. Cette somme sera versée à quiconque produira les restes sous réserve que les dits restes correspondent aux descriptions conservées dans nos archives. Ce n'était pas tout, mais Babe trouvait cela ennuyeux. Elle passa au petit carnet de notes noir. Il n'y avait rien dedans à part le relevé au crayon, très abrégé, de visites à des bibliothèques, de citations de livres comme « Histoire des comtés de Tyler et d'Angelina » et « Histoire de la famille Kirk ». Babe rejeta ça aussi de côté. Où pouvait bien être l'oncle Alton ? Elle commença à fredonner sur un air de sa façon, en feignant de danser le menuet avec une jupe flottante, comme une femme qu'elle avait vue au cinéma. Un froissement dans les broussailles, à l'entrée de l'endroit, la fit taire. Elle leva les yeux, vit qu'elle s'écartait. Vite, elle courut au petit cul-de-sac dans la paroi rocheuse, juste assez grand pour s'y cacher. Elle pouffa de rire à l'idée de la surprise que ressentirait l'oncle Alton quand elle lui sauterait dessus. Elle entendit l'arrivant descendre en traînant les pieds la pente raide de la crevasse et prendre lourdement contact avec le sol. Il y avait quelque chose dans ce bruit. Qu'est-ce que c'était ? Elle s'avisa que, bien que ce fût toute une affaire pour un gros bonhomme comme l'oncle Alton de se faufiler dans la petite ouverture dans les buissons, elle n'entendait pas la respiration lourde. Elle n'entendait même pas respirer du tout. Babe jeta un coup d'œil dans la caverne principale et poussa un glapissement d'horreur. Ce qu'il y avait là, ce n'était pas l'oncle Alton, mais une massive caricature d'homme. Une chose énorme qui ressemblait à une poupée d'argile irrégulière, fabriquée avec maladresse. Elle frémissait et luisait à certains endroits, était sèche et croûteuse à d'autres. La moitié du côté inférieur gauche de la figure manquait, ce qui la rendait complètement asymétrique. On ne distinguait ni le nez ni la bouche, et ses yeux étaient de travers, un plus haut que l'autre, tous les deux bruns, sales, sans blanc du tout. La créature restait parfaitement immobile à regarder Babe, son seul mouvement étant un tressaillement mécanique qui lui secouait le corps en permanence. Elle s'interrogeait sur le bizarre petit bruit émis par Babe. Babe recula furtivement, le plus loin qu'elle put au fond d'une petite anfractuosité, son cerveau tournant en rond dans de petits cercles d'agonie. Elle ouvrit la bouche pour crier, mais n'y parvint pas. Ses yeux s'exorbitèrent, son visage s'empourpra sous l'effort qui l'étranglait.
et les deux cordes dorées de ses nattes se tordirent et se tortillèrent, tandis qu'elle cherchait désespérément une issue. Si seulement elle était dehors, ou dans la demi-grotte triangulaire où se tenait la chose, ou encore à la maison, dans son lit. La chose s'avança lourdement vers elle, impassible, dans une lente progression inéluctable qui était le comble absolu de l'horreur. Babe resta les yeux écarquillés, figé sur place. Les poumons paralysés, le cœur battant, à ébranler le monde entier sous la montée de la terreur. Le monstre vint à l'entrée de la petite anfractuosité, essaya d'aller jusqu'à Babe et fut retenu par les parois latérales. La petite poche était tellement étroite, c'était tout juste si Babe pouvait s'y insérer. La chose sortit des bois, s'évertua des épaules contre le rocher, appuyant de plus en plus fort pour atteindre Babe. La petite fille se redressa avec lenteur, si près de la chose que sa puanteur paraissait presque tangible. Et un fol espoir surgit à travers sa peur muette. Ça ne pouvait pas l'attraper, parce que c'était trop gros. La substance des pieds du monstre s'étala peu à peu sous le formidable effort, et à l'épaule apparut une mince fissure. Elle s'élargit quand le monstre insensible se pressa contre le roc. Un gros morceau d'épaule se détacha subitement et le monstre s'insinua d'un mètre à l'intérieur avec un bruit de glaise mouillée. Il resta immobile, ses yeux bourbeux fixés sur Babe, puis leva un bras épais au-dessus de sa tête et chercha à la saisir. Babe se tassa dans les 3 centimètres de fond plus avant qu'elle ne l'aurait cru possible, et l'immonde main informe effleura son dos, laissant une trace de fange sur le coton bleu de la chemise qu'elle portait. Le monstre s'élança soudain en avant et maintenant, étiré de toute sa longueur, gagna les précieux 3 derniers centimètres. Une main noire saisit une de ses tresses et pour Babe, tout devint obscur. Quand elle revint à elle, elle était suspendue par les cheveux au bout de cette patte croûteuse. La chose la tenait haut, si bien que sa figure et la face informe ne se trouvaient pas à plus de 30 centimètres l'une de l'autre. La chose la contemplait avec une légère curiosité dans le regard et la balançait avec lenteur d'avant en arrière. La souffrance causée par ses cheveux tirés réussit là où la peur avait été impuissante. Elle lui donna de la voix. Babe hurla. Elle ouvrit la bouche, emplit l'air de ses jeunes poumons puissants et poussa un cri. Elle maintint sa gorge dans la position du premier cri et sa poitrine s'affaira à pomper à nouveau de l'air dans la gorge figée. Ils étaient aigus, monotones et infiniment perçants, ces cris. La chose n'en fut pas affectée. Elle continuait à la tenir en l'air et l'observait. Quand elle eut appris tout ce qu'elle pouvait de ce phénomène, elle laissa choir Babe brutalement et inspecta la demi-grotte, sans plus s'occuper de la petite fille, étourdie et recroquevillée sur elle-même. Elle se pencha pour ramasser le porte-document et le déchira 2 fois de suite, en 2, comme si c'était du papier de soie. Elle vit le sandwich que Babe avait laissé, le prit, le broya, le lâcha. Babe ouvrit les yeux. Elle vit qu'elle était libre. Juste au moment où les choses revenaient à elle, la petite plongea entre ses jambes, sortit dans le bassin peu profond devant le rocher, le traversa en pataugeant et atteignit l'autre rive en criant. Une petite flamme rageuse de furie brûlait en elle. Elle ramassa une pierre grosse comme un pamplemousse et la lança de toutes ses forces exacerbées. La pierre fila vite et bas et frappa le monstre à la cheville avec un bruit mou. Elle était en train de faire un pas vers l'eau. La pierre l'atteignit alors qu'elle était en position de déséquilibre. Il chancela sans bruit pendant un long moment au bord, puis s'affala dans le ruisseau en faisant rejaillir l'eau. Sans s'attarder à regarder une seconde fois en arrière, Babe s'enfuit en hurlant. Corridor suivit les petits tas de pourriture qui jalonnaient en quelque sorte
la piste du meurtrier, et il se trouvait dans le voisinage quand il entendit le premier cri de Babe. Il se mit à courir, lâchant son fusil et tenant la 32-40 prête à tirer. Il courait si bien, aiguillonné par la peur panique qui lui étreignait le cœur, qu'il passa devant l'énorme rocher fendu et parcourut plus de 100 mètres encore avant que Babe déboule dans le bassin et remonte la berge en courant. Il dut courir fort et vite pour la rattraper, parce qu'elle n'avait rien d'autre derrière elle que l'horreur sans visage de la grotte, et elle n'avait qu'une idée, la fuir. Il la saisit dans ses bras, la pressa contre lui. Elle continua à hurler. Babe ne voyait pas Cory, alors même qu'il la tenait contre lui et la réconfortait. Le monstre gisait dans l'eau. Il n'aimait ni ne détestait ce nouvel élément. Il reposait au fond, sa tête massive à 30 cm au-dessous de la surface, et il considérait avec curiosité les faits qu'il avait recueillis. Il y avait un petit fredon dans la voix de Babe qui avait incité le monstre à inspecter la grotte. Il y avait le matériau noir du porte-document qui avait résisté tellement plus que les choses vertes quand il l'avait déchiré. Il y avait la petite chose à 2 jambes qui chantait et l'avait attiré et qui avait hurlé quand il était venu. Il y avait cette chose nouvelle, froide et mouvante dans laquelle il était tombé. Elle emportait avec elle des bribes de son corps. Cela ne s'était encore jamais produit. C'était intéressant. Le monstre décida de rester pour observer cette chose nouvelle. Il ne ressentait aucun désir de se sauver. Il ne pouvait qu'être curieux. Le ruisseau sortait de sa source en riant aux éclats et en s'éloignant d'elle. Il faisait signe aux rayons de soleil, embrassait les bras d'eau et les ruisselets qui venaient le renforcer. Il criait et jouait avec de petites racines flottantes, secouait de ci, de là, des vairons et les têtards dans ses remous minuscules. C'était un ruisseau joyeux. Quand il arriva au bassin près du rocher fendu, il y trouva le monstre et s'affaira dessus. Il imbiba les substances fétides, aplanit et dilua les pourritures, et au-dessous de la chose, les eaux formèrent des tourbillons tout noirs de sa matière diluée. C'était un ruisseau consciencieux. Il lavait tout ce qu'il touchait avec constance. Quand il trouvait de la saleté, il enlevait la saleté. Et s'il y avait couche sur couche d'impureté, eh bien, couche par couche, l'impureté était emportée. C'était un bon ruisseau. Au lieu de s'offusquer contre le poison du monstre, il s'en saisit, le dilua, le répandit en petits anneaux autour des rochers en aval et le laissa dériver jusqu'aux radicelles des plantes aquatiques pour qu'elles puissent croître plus vertes et plus belles. Et le monstre fondit. « Je suis plus petit, pensa-t-il. C'est intéressant. Je ne serai pas capable de bouger à présent. Et maintenant, cette partie de moi qui pense s'en va, elle aussi. Elle cessera d'être ici un moment et partira à la dérive avec le reste de mon corps. Elle cessera de penser et je cesserai d'exister. Et cela aussi est une chose très intéressante. » Ainsi, le monstre se diluait en polluant l'eau. Puis l'eau redevint claire et lava encore le squelette que le monstre avait laissé. Il n'était pas très grand. Il y avait un cal sur le bras gauche où l'os s'était mal rajusté. Le soleil scintillait sur la plaque d'argent triangulaire fixée dans le crâne pâle et le squelette était maintenant très propre. Le ruisseau devait en rire pendant des années. Ils trouvèrent le squelette, les 6 hommes à l'expression sévère, qui étaient venus à la recherche d'un meurtrier. Personne n'avait cru Babe quand elle avait raconté son histoire des jours plus tard. Plusieurs jours s'étaient écoulés en effet, parce que Babe avait hurlé 7 heures d'affilée sans discontinuer, puis était restée couchée
comme une petite morte pendant un jour entier. Personne ne crut un mot de ce qu'elle disait parce que son histoire concernait uniquement le vilain bonhomme, et que l'on savait que le vilain bonhomme était une invention de son père pour lui faire peur. Mais c'est par elle que le squelette fut découvert, si bien que les gens de la banque envoyèrent au Drew un chèque représentant plus d'argent qu'ils n'en avaient jamais rêvé. C'était effectivement le vieux Roger Kirk, ce squelette, encore qu'on l'eût trouvé à 8 kilomètres de l'endroit où il était mort, et s'était enfoncé dans le sol de la forêt où les chaudes décompositions s'étaient amalgamées autour de son squelette avant de surgir, devenu monstre. Ainsi les Drew eurent-ils une grange neuve, de belles têtes de bétail nouvelles, et ils engagèrent 4 journaliers. Mais ils n'avaient pas Alton, et ils n'avaient pas Kimbo, et Babe hurle la nuit, et est devenu très maigre. Ça est une nouvelle de Theodore Sturgeon, extrait du recueil L'homme qui a perdu la mer, publié en livre de poche. Narration, réalisation sonore et musique, Eric Hansen.